Voici l'icône disparue des années 2000, une machine qui allie performance, design et innovation, marquant ainsi son époque. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter l'histoire de la Saline S7. On commence notre histoire dans les années 60 avec un gars du nom de Steve Saline. À ses 11 ans, il sera piqué par la course automobile. D'abord, il se passionnera du côté de chez Porsche, mais quelques années après, il partira du côté de chez Ford avec la Ford Mustang. Il gagne sa première course en 1973 à Riverside en Californie. Puis en 1977, il démarre en Formule Atlantique avant de courir contre Gilles Villeneuve en Formule Pro Atlantique en 1979. Quelques temps après, en 1983, Steve Saline a 34 ans et décide de fonder Saline Autosport, qui deviendra par la suite Saline INC. Le but est de modifier des Ford Mustang, forcément. Au même moment, le V8 5 litres de la Ford Mustang Malezera reprend quelques chevaux après des années difficiles. Et c'est en 1984 que les premières autos sont complétées. Saline va livrer plusieurs centaines de véhicules par an, tout en maintenant une présence en compétition. Au fil des années, la compagnie va se diversifier avec d'autres modèles de Ford, comme des utilitaires. Et ils en profiteront pour aussi se spécialiser dans les compresseurs. Pour l'anecdote, entre 1999 à 2009, Saline vendra plus de 9500 Mustang modifiés. En 1995, Steve Saline fonde avec Bob Bandurant et le comédien Tim Allen l'écurie de course RRR Speed Lab. Mais vers la fin des années 90, Steve constate la difficulté de modifier lourdement des véhicules déjà existants. Surtout qu'au même moment, ils étaient en train de préparer la Saline SR, une voiture qui a été entièrement refaite de A à Z. Donc il se dit que l'étape suivante est logiquement de créer sa propre voiture. Pour construire sa voiture, Steve Saline se tournera vers une société du nom de RML pour la conception du châssis, des suspensions et de l'optimisation de l'aérodynamique. En gros, pour vous expliquer qu'est-ce que RML, c'est une société qui est basée en Angleterre, qui a été fondée par un pilote du nom de Ray Mallock en 1979. À la base, c'était une écurie de course qui a été transformée en compagnie d'ingénierie. Ils sont capables de tout construire, que ce soit des véhicules de course, des prototypes ou des concept cars. Pour l'anecdote, c'est eux qui ont fabriqué le Nissan Juke Air ou l'Aston Martin AMR1. Et dans les années 90, c'est eux aussi qui ont fabriqué des voitures du BTCC et du WTCC. Donc, ils développeront un châssis en acier tubulaire avec des panneaux d'aluminium en nid d'abeille, sauf que déjà là, il y a un problème. En fait, les gens n'ont pas compris. Quand la voiture est sortie, ils pensaient que la monocoque allait être en carbone, car à ce moment-là, le carbone était en plein essor, et automatiquement, quand tu crées une supercar, tu te dis c'est bon, je vais mettre du carbone de partout. Surtout pour une marque qui est en compétition, il y a un problème. Sauf que ce choix est plutôt bien guidé, car en cas de crash, la voiture est 10 fois plus facile à réparer qu'une monocoque carbone. Pour l'aérodynamique, Mallock est sur le coup. Il travaillera sur des modèles à l'échelle testés dans les souffleries de l'université de Glasgow en Écosse, et s'intéressera particulièrement à ce qu'il se passe sous la voiture. Pour t'expliquer rapidement, si tu viens faire un design assez simple et tu fais un fond plat, mais genre complètement plat, ça peut nuire aux performances de la voiture, comme par exemple une Mercedes qui s'envole. Here we go. Oh my god, the Mercedes has taken off. Mais par contre, si tu viens à jouer avec l'air qui passe sous la voiture, ça peut venir à la plaquer extrêmement fort, et là par contre les performances ne vont plus être les mêmes. Et pour l'anecdote, ils ont si bien géré le fond plat de la Saline S7 que passé les 250, elle génère son propre appui. Mais encore plus fou, alors ça reste une théorie parce qu'ils l'ont encore jamais fait, si vous venez à prendre une Gumperta Polo et mettre le trackpack, donc le gros aileron à l'arrière, et que vous dépassez aussi les 250, la voiture pouvait générer tellement d'appui, plus que son propre poids, que la voiture pouvait se retourner. Si tu trouves un tunnel assez grand, tu peux retourner la voiture à l'envers et rouler à l'envers. Mais ça reste qu'une théorie. Pour le design, c'est un gars du nom de Phil Frank, designer industriel et collaborateur régulier avec Saline, qui dessinera ses lignes. Quant au moteur, ils partiront sur l'architecture d'un V8 Ford Windsor, une conception interne à Saline réalisée par Bill Talley, issu de plusieurs années en compétition. Et après plus de 1 an et demi de travail acharné, on se retrouve le 19 août 2000 en Californie et plus précisément au concours d'élégance de Pebble Beach, où sera présentée la dernière création de Steve Saline, la Saline S7. Large d'1m99, haute d'1m04 et longue de 4m77, la voiture a été presque entièrement faite en fibre de carbone. Motorisée d'un V8 7 litres de 550 chevaux qui prendra jusqu'à 7000 tours minute pour une boîte 6 rapports de compétition. Le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 9 pour une Vmax de 355 km/h. Pour le poids, on est sur du 1300 kg pour une répartition des masses AV-AR, 40% à l'avant, 60% à l'arrière. Bien évidemment, pas d'ABS, c'est ni plus ni moins qu'une voiture de course en habit de rue. Quant au prix, la voiture était vendue
de 375 000 $ dans les années 2000. Maintenant, en équivalent, ça fait à peu près 550 000 $. Pour l'anecdote qui a rien à voir avec les performances de la voiture, la Saline S7 a les mêmes feux arrière que la Lamborghini Diablo, que les Pagani Zonda, que la Spyker C8 ou SSC, mais aussi des bus, camions et camions poubelles. What the fuck? En gros, pour vous expliquer rapidement, quand quelque chose tombe dans le domaine public, comme par exemple une voiture, t'es obligé d'homologuer la moindre pièce. Sauf que ça coûte tellement cher et ça prend tellement longtemps que Saline est allé chercher dans une banque de pièces. Une banque de pièces, pour vous expliquer, c'est une pièce qui a été homologuée et n'importe quelle marque peut la prendre. À la fois, ça coûte 10 fois moins cher et à la fois, ça va 10 fois plus vite. Au lancement, Saline est extrêmement optimiste sur les ventes. Donc, ils avaient prévu d'en produire entre 3 à 400 exemplaires sur 4 ans. Les voitures étaient vendues à travers les concessions Ford et des revendeurs spécialisés dans les véhicules exotiques. Mais le plus important quand tu présentes une voiture, c'est l'avis des médias. La presse a grandement apprécié la démarche de Saline, une voiture américaine qui rivalise les supercars de l'époque avec une esthétique et une performance de folie. La voiture a tellement été appréciée qu'elle fera quelques caméos dans des films et séries, comme en 2003 où elle fera une apparition dans le film Bruce Tout-Puissant ou en 2008 dans Iron Man 2, et aussi surtout dans des jeux vidéo. Bien évidemment, ils feront une variante de course qui s'appellera S7R et qui sera présentée en parallèle de la version de rue, qui une fois les restrictions enlevées fera plus de 760 chevaux. En 2001, ils l'engageront aux 24 heures de Daytona et au fil des années, elle se taillera un palmarès assez modeste. Mais pour Steve, c'est pas assez. En 2005, la compagnie présente la TT pour Twin Turbo, gavée par deux turbocompresseurs Garrett soufflant à 5.5 PSI. Du coup, le moteur voit passer sa puissance de 550 chevaux à 750 chevaux. Et le pompon sur le tabouret, pour le millésime 2006, Saline présente un pack compétition proposé en option. L'aérodynamique est revue pour offrir 40% de réduction sur la traînée et 60% d'appui en plus avec un nouvel aileron et un nouveau diffuseur. Les suspensions sont aussi revues, mais surtout le moteur développera 1000 chevaux. Les performances sont bien évidemment à la hausse et en avril 2006, le magazine Car & Drive réalise un 0 à 100 en 3 secondes 4. Ils reconnaissent que les 3 secondes sont atteignables avec une meilleure surface d'adhérence. Au niveau des autres chiffres, ils feront un 0 à 160 en 6 secondes 2 et le 0 230 en 10 secondes 9. Alors que la vitesse de pointe est estimée à 400 km/h. Par contre, au niveau du prix, là c'est pas la même chose. On passe de 375 000 $ à 487 000 $. En gros, par rapport à maintenant, ça fait 726 000 $. Pour l'anecdote, en 2010, la voiture aura une victoire en classe LM GT1 aux 24 heures du Mans. Elle est victorieuse au Mans et dans d'autres courses. Vraiment, il n'y a rien qui pourrait y perturber. Mais tout cela ne suffit pas. En 2001, 7 versions de course sont produites. En 2002, aucune n'est fabriquée. En 2003, 18 versions de rue sont produites, plus une de course. En 2004, 8 modèles de série sont produites. En 2005, 15 versions de rue sont produites, plus 2 de course. En 2006, 12 de série, plus une de course. Et en 2007, 2 de série. Déjà, il y a un truc qui va pas, c'est que ça fait déjà plus de 4 ans que les voitures sont en production. Et on se retrouve en 2008 où la crise a tellement touché Saline qu'ils vendront aucune S7. En 2009, la fin de la production de la S7 est annoncée, car le club SOEC ne recense plus aucun véhicule. On compte ainsi 30 versions atmosphériques, 30 twin turbo, plus 15 S7R. Mais pourquoi les voitures se sont si peu vendues? C'est à cause des mauvais choix qu'ils ont fait, comme par exemple l'intérieur. En gros, quand ils ont conçu la voiture, ils ont mal conçu l'intérieur, surtout pour rentrer dedans. Ça veut dire que si tu faisais au minimum 1m70 m, tu ne pouvais pas rentrer par rapport à l'empattement de tes jambes jusqu'à ton bassin. C'était beaucoup trop petit, même s'il y a certains clients qui ont essayé de modifier ça avec certains garages, et ça marchait pas du tout, c'était juste pas possible et c'était pas pratique. En parlant de choses pas pratiques, quand tu voulais changer la batterie, il ne fallait pas aller dans le coffre et enlever juste une plaque, il fallait enlever la roue arrière droite pour accéder à la batterie. Ou aussi, un autre truc un peu plus précis, en Amérique il y a une loi qui consiste à que si tu viens fabriquer une voiture, tu es obligé de mettre un bouton de coffre pour ouvrir le coffre via l'intérieur. C'est pour ça que dans la Bugatti Chiron, par exemple, le coffre à l'avant, on va avoir une petite plaque en métal. C'est que si, admettons, tu viens de dire je vais kidnapper quelqu'un en Bugatti Chiron, et bah tu peux pas le mettre dans le coffre à l'avant parce qu'il y a cette plaque en métal. Bah en gros c'est la même chose dans les autres véhicules, c'est juste que voilà, la personne qui est dans le coffre peut ouvrir le coffre, vu qu'il paraît que là-bas c'est assez fréquent. Le truc c'est que ça
Saline, ils étaient prévoyants. Pour ouvrir le coffre à l'arrière, tu n'as pas un bouton, tu n'as pas deux boutons, mais tu as trois boutons. Tu as le premier bouton qui est au niveau de la porte conducteur, le deuxième un peu moins pratique où tu dois appuyer sur deux boutons de la clé, et le troisième, alors par contre je préviens d'avance, on dirait que c'est une blague, mais pourtant c'est bien vrai. Le troisième bouton se situe dans le compartiment moteur. Compartiment qui est séparé du coffre avec une plaque en carbone, ça veut dire que si t'es dans le coffre, c'est fini, tu cherches plus, t'as même pas accès au bouton. Il faut tout de même se dire que sur les dernières années, la compétition s'est fortement musclée, que Pagani et Koenigsegg ont acquis leur lettre de noblesse, mais surtout qu'en 2002, Ferrari présente la Ferrari Enzo et qu'en 2005, Bugatti présente la Veyron. De plus, au même moment, en interne, les choses ne vont pas bien du tout. En gros, Saline sera racheté en 2003 par la société Hancock Park Associates. La relation entre Steve Saline et les investisseurs dégénère à un point que Steve Saline démissionne de sa propre société en mai 2007. Après quelques mois plus tard, Steve Saline fondera SMS, une société de préparation automobile. Pour vous expliquer, SMS c'était exactement la même chose que Saline, c'était juste qu'il avait refait une autre société sous un autre nom parce qu'il n'avait pas le droit d'utiliser son nom de famille, vu qu'il avait vendu sa société au nom de Saline. Après la crise de 2008, la société est revendue en 2009, et c'est finalement en 2011 que Saline cesse la production de voitures et se concentre sur des pièces. Finalement, Steve Saline reprendra les rênes de l'entreprise en 2012 et va combiner la société Saline avec celle d'SMS. La production des modèles Saline reprendra, mais à moindre échelle. Quant à la S7, Saline avait dévoilé une version LM de 1300 chevaux en 2017 portée à 1500 chevaux en 2019, avec une aérodynamique modifiée. Quelques S7 existantes ont été converties en LM, mais les détails restent assez flous comme la plupart des choses chez Saline ces dernières années. Aujourd'hui, la compagnie va pas bien du tout, des pertes de 3 millions de dollars ont été annoncées, de plus la firme doit plus d'1 million de dollars à ses différents fournisseurs. Pour l'anecdote, la remplaçante de la Saline S7 a été envisagée. En 2017, ils présenteront la Saline S1. Elle possède un 4 cylindres de 2,5 litres qui fait 450 chevaux pour une Vmax de 290 km/h. C'est la fin de cette histoire. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, même si tu sais pas quoi commenter, mais quand même quelque chose, ça m'aide énormément. Mais surtout, le plus important, abonne-toi et n'oublie pas de mettre la cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. On se revoit pour un prochain épisode. Allez, ciao!